Passe maintenant à l'invité au cœur de l'info. Retour ce soir sur la situation de la Syrie post-Assad. Après 50 ans de dictature, le pays organise ses premières élections législatives libres sur le papier demain dimanche. Même si le nouvel homme fort du pays, l'ancien chef des rebelles du groupe Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed al-Shara, garde largement la main sur ce processus électoral. Ahmed al-Shara qui a fait un discours remarqué à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière dans lequel il a promis de réunifier la Syrie, de juger aussi les personnes responsables d'exactions à l'encontre des minorités. Des règlements de compte de l'ère post-Assad qui ont suscité beaucoup d'interrogations sur les intentions du nouveau pouvoir, sa capacité aussi à ramener la sécurité dans le pays. Alors, quelle est aujourd'hui la situation sur le terrain, les défis que doit relever ce nouveau pouvoir? On en parle ce soir avec justement un acteur de terrain, Hakim Kaldi. Bonsoir. Vous êtes humanitaire chez Médecins sans frontières, chargé d'études donc chez MSF. Vous pratiquez le terrain syrien depuis 2012 et vous y êtes d'ailleurs retourné après la chute de Bachar el-Assad pour une mission exploratoire. Et à cette occasion, vous avez recueilli nombre de témoignages dans cette nouvelle Syrie. Vous en avez fait un livre que voici ici, dans la Syrie post-Assad, carnet de bord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24. Alors ce récit est écrit entre le 8 décembre 2024, date donc de la chute de Bachar el-Assad, et le 22 février 2025. On va d'abord revenir sur cette date clé du 8 décembre. Le dictateur syrien prend la fuite après 10 jours d'offensive éclair de ces rebelles syriens. Tout se fait extrêmement rapidement. La fin donc de 50 ans de dictature. Sur place, c'est l'euphorie générale dans un premier temps. Oui, comme vous l'avez dit, après 50 ans de dictature, les Syriens, déjà, ils ont été surpris par ce départ de Bachar el-Assad, parce que quand HTS a lancé l'offensive fin novembre, l'objectif, c'était de prendre déjà quelques villages autour d'Idlib et éventuellement approcher Alep. Mais après la prise d'Alep, personne ne s'attendait à ce que les groupes rebelles fondent sur Damas Et aussi rapidement. Voilà, et qu'ils précipitent le départ de Bachar el-Assad. Du coup, mais quand je suis arrivé en Syrie en décembre, tout le monde était heureux et tout le monde avait du mal à y croire initialement. Du côté de toutes les communautés? Oui, toutes les communautés confondues, parce que dans le livre, vous avez pu voir que j'ai collecté des témoignages de différents Syriens de différentes régions, que ce soit les Syriens qui vivaient en zone gouvernementale ou en zone rebelle, c'était la même joie et les mêmes espoirs et les mêmes attentes qui étaient partagées. Alors, quand vous retournez sur place, vous voyez aussi un pays évidemment très largement détruit, des services publics inexistants dans beaucoup d'endroits, le résultat d'années de guerre, mais aussi d'années de négligence, de corruption aussi. Oui, mais aussi conséquence des sanctions américaines et européennes qui ont frappé la Syrie. J'ai été très très surpris de voir que les fonctionnaires qui vivaient en zone gouvernementale, donc à Damas, comme par exemple les médecins, ils avaient un salaire qui n'était pas supérieur à 30 $, ce qui était en dessous du seuil de pauvreté. Et donc c'était la même situation pour tous les fonctionnaires du pays, pour ceux qui vivaient en zone gouvernementale. Et les sanctions, les conséquences qu'elles ont eues, c'est qu'elles n'ont pas permis de maintenir tout le matériel biomédical dans les hôpitaux. Elles n'ont pas permis aussi d'assurer l'approvisionnement en médicaments en fonction des besoins. Et après, il faut dire que de 2019, l'application des sanctions César, comme on les appelle, jusqu'en fin 2024, économiquement, le pays il était exempt. Pays à terre. Vous étiez donc sur place pour une mission exploratoire pour évaluer les besoins médicaux dans cette Syrie post-chute de Bachar el-Assad. Les équipes de Médecins sans frontières ont donc déployé une aide médicale et matérielle dans le pays, une aide vitale. En fait, nous, on est intervenu déjà en zone rebelle. Depuis 2012, on a ouvert un hôpital pour soigner des blessés de guerre Où exactement? au nord-ouest, à Idlib, dans un village qui s'appelait Atmé, qui est devenu une ville maintenant, parce qu'il y a pas mal de réfugiés, de déplacés qui sont venus s'installer dans cette région. Et ensuite, on a transformé cet hôpital en unité pour brûler, parce que c'était un besoin qui était manquant dans la région. Et finalement, en décembre 2024, on a pu accéder aux zones gouvernementales, sachant que depuis le début de la guerre en Syrie, on essayait de négocier un accès avec le gouvernement syrien pour intervenir dans ces zones gouvernementales, qui étaient aussi touchées par le conflit à cause des sanctions notamment, mais le gouvernement syrien a toujours refusé de nous donner accès à ces zones. Et aujourd'hui, jusqu'où vous pouvez intervenir? Est-ce qu'il y a des zones où vous ne pouvez pas aller?
Comme je l'ai mentionné dans le livre, j'ai pu aller dans toutes les zones. Il n'y avait aucune zone où il y avait des restrictions, sauf la zone frontalière où l'armée israélienne a occupé de plus de territoires Donc dans le syriens. sud-ouest. Mais sinon, on avait accès à Damas, Alep, la côte, l'est à Deir ez-Zor. On avait accès à toutes les zones à ce moment-là. Outre les problèmes d'infrastructure, pour ce qui est notamment des hôpitaux et les pénuries de médicaments que vous venez de mentionner, il y avait aussi un manque de moyens humains, un manque de médecins. Oui, en fait, il y avait différentes contraintes. La première contrainte, c'était au niveau des spécialistes. Donc, il manquait notamment des anesthésistes, des chirurgiens pour la pédiatrie cardiaque, tout ce qui était spécialiste, ça manquait vraiment. Après, il y avait un autre obstacle, c'était que les conditions économiques, notamment dues aux sanctions, faisait que tout le personnel médical, donc le personnel paramédical et tous les gens qui travaillaient dans des centres de santé ou dans des hôpitaux, la première contrainte qu'ils rencontraient au quotidien, c'était de payer les transports pour aller travailler. Et c'était la même chose pour les malades. Parce qu'encore une fois, tous ces gens-là, surtout en zone gouvernementale, leur salaire, il était en dessous du seuil de pauvreté. Une infirmière, elle touchait entre 15 et 20 dollars par mois. Donc c'était de la survie. Et problème aussi parce que beaucoup de médecins avaient quitté le pays. Oui, il y a pas mal de médecins qui ont quitté le pays, mais en même temps, il y a pas mal de médecins. Alors, il y avait un déséquilibre entre les zones gouvernementales et les zones rebelles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté les zones gouvernementales. Initialement, au début du conflit, il y a pas mal de gens qui ont quitté la Syrie, mais il y a pas mal de médecins et de chirurgiens qui ont pu revenir, par exemple, en zone rebelle, donc au nord-ouest de la Syrie, notamment à Idlib et dans une partie du gouvernorat d'Alep. Alors, concernant toujours les médecins, il y a des photos d'un médecin, Majed Bari, que vous nous avez transmises à ma demande. C'est votre carte blanche dans le cadre de cette interview au cœur de l'info. Majed Bari, dont on va voir donc d'ici quelques instants les photos. Voici, il a été assassiné. Il a joué un rôle important pour vous dans le cadre de vos missions exploratoires. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Ouais, je voulais lui rendre hommage parce que en 2012, quand la bataille d'Alep a commencé, donc elle a commencé en juillet 2012, nous on a envoyé encore une fois une mission exploratoire. Donc j'étais avec une autre personne, je me suis rendu en Syrie et c'est un médecin qu'on a rencontré d'abord en Turquie, donc à Reyhanli, dans une île frontalière avec la Syrie. Et il était à l'époque en charge de tout le réseau d'approvisionnement médical depuis la Turquie du gouvernorat d'Alep et notamment de la ville d'Alep. Et à travers cette rencontre, c'est grâce à lui qu'on a pu accéder à la ville d'Alep, donc à travers tout un réseau d'activistes syriens d'Alep qui nous ont fait rentrer en zone gouvernementale d'abord. Et ensuite, c'est avec lui qu'on est passé des zones gouvernementales aux zones rebelles. Et il avait la confiance de tous les directeurs d'hôpitaux, donc hôpitaux officiels, mais aussi hôpitaux clandestins, qui l'aidaient financièrement et qui l'aidaient avec du support médical. Donc c'est grâce à lui qu'on a pu faire une mission exploratoire et évaluer les besoins en zone rebelle à l'époque à Alep. C'est lui qui nous a donné accès à toutes ces structures. Donc je voulais lui rendre hommage parce que c'est le premier Syrien que j'ai rencontré dans ce conflit en 2012 et parce qu'il a été tué par le régime Assad. Alors quand vous êtes revenu dans cette Syrie post-Assad, donc après la chute du dictateur syrien le 8 décembre 2024, outre, disons, l'évaluation des besoins humanitaires et médicaux dans cette Syrie post-Assad, vous étiez aussi sur place pour rapidement établir une relation avec ces nouvelles autorités incarnées aujourd'hui par Ahmed al-Shara. Quelle a été votre première impression ? En fait, ça n'a pas été une grosse surprise et il n'y a pas eu énormément d'efforts à faire dans le sens où nous, on intervenait déjà au nord-ouest de la Syrie. Le nord-ouest de la Syrie, notamment Idlib, était sous contrôle d'HTS depuis, donc de Joulani, depuis janvier 2017. On avait déjà des contacts avec ce groupe. Et à travers ces contacts, on a pu obtenir les contacts des gens qui étaient à Damas, parce que majoritairement, les gens d'HTS, ils ont bougé du nord-ouest, donc de Idlib, vers Damas. Donc, j'ai pas été énormément surpris. Après, on a fait ce qu'on fait de façon classique quand on fait une mission exploratoire. Donc, on va intervenir dans une zone qui est contrôlée soit par un groupe armé non étatique, soit par un État. Et donc, on rencontre ces responsables et on négocie deux éléments. La première chose, c'est un accès. Et la deuxième chose, des garanties de sécurité.
Donc, comme on connaissait déjà une partie des gens Vous de êtes déjà HTS, senti en danger lors de vos missions? Pas cette fois-ci en Syrie. Bon, en 2012, c'était un contexte qui était complètement différent. Là, c'était vraiment dangereux. Mais là, à aucun moment, je me suis senti en insécurité. En tout cas, ce changement de régime s'est accompagné par endroits de règlements de compte à l'encontre de certaines minorités considérées comme proches ou complaisantes avec l'ancien régime Assad. Je le rappelle, massacre notamment en mars dernier de milliers d'Alaouites, cette branche de l'islam chiite dont est issu justement le clan Assad. Plus récemment, on en a largement parlé sur notre antenne l'été dernier, en juillet dernier, dans le sud, à Soueïda, des exactions contre la minorité druze. Ahmed Al-Shara, lors de cette allocution à la tribune de l'ONU, c'était il y a une dizaine de jours, a promis justement des commissions d'enquête sur ces violences interconfessionnelles. Le pays est très loin d'être réconcilié. Moi, je vois trois urgences pour Ahmed Al-Shara pour rétablir la stabilité du pays. La première urgence, c'est de réunifier le pays. Parce qu'on parle beaucoup des problèmes qu'il y a eu et des massacres qu'il y a eu en mars sur la côte avec les populations alaouites, en juillet avec les Druzes. Mais un autre défi auquel doit faire face Ahmed Al-Shara, c'est aussi d'unifier les sunnites. Les sunnites, il y en a pas mal qui ont subi toute la répression du gouvernement et du régime de Bachar el-Assad. Et parmi ces sunnites, il y a des gens qui considèrent que les alaouites, de fait, sont liés à l'ancien régime. Ce qui est totalement faux, parce que quand j'ai été sur la côte, par exemple, je me suis rendu compte que la côte n'était pas favorisée par rapport aux autres régions et que tous les alaouites ne supportaient pas forcément Bachar el-Assad. Donc ça, c'est son premier défi, donc la réunification du pays. Le deuxième défi, c'est la situation économique qui est catastrophique à cause des sanctions et à cause du fait que malgré les promesses qu'il y a eu en début d'année, que les Américains ont fait, le système économique syrien est toujours en dehors du système économique mondial. On ne peut pas faire des transferts d'argent, des transferts bancaires depuis l'étranger vers la Syrie aujourd'hui. Et le troisième défi, c'est la reconstruction. Il y a énormément de villes qui ont été détruites. Deir ez-Zor a été massivement détruite. Tous les quartiers d'Alep-Est ont été massivement détruits. Une grande partie de la ville de Homs. Et pour cela, il faut de l'argent et donc il faut des investissements. Et tous les Syriens réfugiés à l'étranger, une des conditions pour qu'ils reviennent, c'est justement cette reconstruction donc de leur lieu de vie initial et aussi le fait que l'État central puisse fournir des services de base comme la santé. Peut-être une dernière question rapide. Après 50 ans de dictature, je le disais en préambule, et 14 ans de guerre, la Syrie va donc voter demain pour élire une assemblée du peuple transitoire. Donc c'est une première depuis 50 ans. À l'exception, par contre, il faut le dire, des provinces justement de Soueïda, de Raqqa et de Hasakeh qui échappent encore au contrôle de ces nouvelles autorités. Des législatives porteuses d'espoir, mais aussi de beaucoup de craintes. Oui, alors bon, c'est un peu étrange de voir la façon dont ces élections ont été montées, parce que il y a un tiers des futurs parlementaires qui vont être nommés par le président. Ils gardent largement la main sur ce scrutin. Voilà, et il y a 2 tiers qui vont être élus, mais élus à travers un suffrage indirect. Donc depuis cet été, le gouvernement a nommé un comité suprême. Ce comité suprême est chargé d'établir des sous-comités électoraux. Ces sous-comités électoraux doivent choisir les collèges électoraux pour chaque district. Du coup, c'est pas la population syrienne qui va voter, c'est finalement un système un peu à l'américaine avec des grands électeurs. Après, même s'il y a une partie qui sera nommée par le président, dans cette nomination, il va essayer de rétablir un peu la balance. Je veux dire par là qu'il va essayer de faire en sorte qu'il y ait une balance de genre et aussi une balance communautaire. Et on suivra donc l'issue de ce scrutin sur notre antenne. Merci infiniment, Hakim Keldi, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Restez avec nous, l'actualité revient dans quelques instants.